C'est un détournement en bande organisée. Ça veut dire qu'on est dans la logique du résultat forcé. Ça attaque, ça contre-attaque et ça tire dans tous les sens. Océan Football Club, Epiphane Axel Boyanho et ses consultants jouent leur match en studio. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission aussi, un football club, on parlera du football béninois, 55 ans d'indépendance. Quel bilan peut-on faire avec les chroniqueurs présents en studio? Michel Platini, candidat à la présidence de la FIFA. Que peut-on attendre de cette élection du dirigeant français? Puis les transferts dans cette émission, notamment le mouvement de Rudy Gested qui quitte Blackburn Rovers pour Aston Villa contre un chèque de 8,4 millions d'euros. C'est le joueur béninois le plus cher de toute l'histoire du football béninois. Dans cette émission, on sera accompagné de 4 chroniqueurs. Albert Ogoudedji est présent, Elvis Khessou, Nelson Avademain et Armel Kassavi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Axel Epiphane Boyanho. Bonjour Axel et bonjour aux auditeurs. Bonjour à vous Axel et bonjour à tous les auditeurs et amoureux de Océan Football Club. On démarre tout de suite. Océan FM. Le sport, une passion. On démarre avec le football au plan local, on en parlait tout à l'heure, 55 ans d'indépendance et le football en 55 ans, que peut-on retenir? On va suivre tout de suite la chronique de Habibi Chola Aruna. 3 participations à la CAN senior pour 0 victoire, 2 nuls et 7 défaites sans jamais passer le premier tour. Une demi-finale de CAN junior pour avoir abrité la compétition en 2005, un mondial de la catégorie la même année et un trophée régional aux couleurs purement politiques chez les moins de 17 ans. Ajoutons-y le beau parcours des Dragons de Lomé dans ce qu'on appelle aujourd'hui Coupe de la CAF. Il n'a pas fallu beaucoup fouiller pour faire le bilan comptable des 55 années du football béninois depuis l'indépendance du pays en 1960, du moins de ce qui en est positif. Sinon, le reste, c'est une affaire de crise, de querelle de personnes, de nivellement par le bas et de ridicule. Le Bénin du football s'est fait distinguer ces 55 dernières années sur la scène internationale, plus par ses crises internes et ses éternels artères-moi que par ses prestations sur le gazon vert. La plus retentissante, la plus longue et la plus destructrice reste celle déclenchée le 20 décembre 2009 entre les multiples interventions de la CAF et de la FIFA, l'ingérence quasi permanente du gouvernement et la mauvaise foi de la plupart des acteurs. La situation perdue jusqu'à ce jour, l'apparente résolution en 2013 avec l'élection d'un nouveau comité exécutif à la tête de la Fédération béninoise de football n'a duré que le temps d'un feu de paille, les vieux démons ayant repris très tôt le contrôle des choses. Mais au-delà, on est bien tenté de dire que la crise est congénitale au football béninois. Il en a tellement connu depuis 1960 sans vouloir faire un répertoire de ces crises. Retenons celle sous Moucharafou Badamassi à la fin des années 90 qui a conduit à la suspension d'Andorin Moucharafou. Lui-même sera le point névralgique de celle de 2009 et son nom est encore cité dans celle de 2015 comme acteur de l'ombre. Andorin Moucharafou qui est aussi réputé mieux que des entraîneurs dans la détection des binationaux avec parfois des appels à joueurs sur internet. Le football béninois a flirté avec le ridicule à un moment donné de son histoire où des agents de sécurité ont pu même se faire une place au sein des écureuils. Bref, 55 ans de foot du Bénin post-indépendance, c'est un mot. Crise, c'est un homme, Andorin Moucharafou, à moins que l'actuel ministre des Sports Safiou Afo, aux méthodes contestées, ne le fasse des tablettes et s'approprie ces tristes records. Habibi Chola Aruna, dans sa chronique du jour, on démarre avec ce sujet. Nelson Avademain, le football en 55 ans, qu'est-ce que vous avez retenu? Avant tout propos, je voudrais saluer le professionnalisme de Habibi Chola Aruna pour sa chronique, très bien dit, et cela résume le parcours du Bénin au niveau de son sport, en particulier au football. Alors, le football en 55 ans, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quand on fait le bilan, on constate que nous n'avons pas du tout avancé et qu'aujourd'hui, la situation, depuis
2006, la situation du football elle est plus critique qu'il y a de cela quelques années, au temps où les dragons et les requins avaient véritablement émergé au Bénin. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands clubs, les grands clubs ont existé, le football à la base n'existe plus, la participation de ces clubs aux joutes continentales n'existe plus, et donc voilà, nous sommes dans un flou total, et donc on se demande quand est-ce que le football pourra véritablement décoller au Bénin. Le football pourra décoller au Bénin lorsque on le retournera à la base afin que un travail très important soit fait à ce niveau. 55 ans d'indépendance, on dira que le football est en pleine léthargie. Elvis Kassou, est-ce que c'est les talents qui n'existent pas au Bénin? Ben, moi, je vais être direct. S'il y avait des talents, on l'aurait su depuis 100 ans. Le Bénin existe depuis 55 ans, on l'avait rappelé. S'il y avait des génies, s'il y avait des Lionel Messi, s'il y avait des Cristiano Ronaldo, non, on est indépendant depuis 55 ans. Oui, mais bon, soit, vous existez légalement depuis 55 ans aussi. Donc, s'il y avait des Zlatan Ibrahimovic, je sais pas, des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, on l'aurait su depuis 1960. On n'a rien vu, on a beau gloser tout le temps en estimant que le football de 1960 à 1980 était incroyable, qu'il y avait des joueurs talentueux qui étaient plus forts que Zinedine Zidane. Moi, j'ai rien vu. C'est que du bavardage. Aujourd'hui, je retiens que le joueur le plus sélectionné en équipe nationale, c'est un certain Oumar Tchoumougou avec 29 caps, je crois. Le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe du Bénin, c'est Razak Omoto aussi. Et ces joueurs-là sont arrivés à partir de la décennie 2000. Oui. Donc le reste, j'estime qu'il n'y a pas de football. Avant de 1960 à 2000, il n'y avait pas de football. Non, peut-être qu'avant, on n'arrivait pas à mettre en lumière même ce qui se faisait. Aujourd'hui, il y a les médias. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, le football, c'est vrai qu'on nous parle, qu'on aurait ça des histoires. En 1970, il y avait tel footballeur. Il y avait ci, il y avait ça. Mais comme il dit Elvis, quand vous êtes bon, ça se sait, ça se voit. Et quand on est bon, les reconnaissances, elles sont internationales. Les compétitions africaines de clubs existent depuis des années. Moi, j'ai jamais vu dans le palmarès la trace ou un nom qu'on a gommé qui soit d'un club béninois. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas fait grand-chose et que ce n'est que dans les années 2000 qu'on a commencé par exister avec 3 Coupes d'Afrique des Nations, avec des clubs qui ont essayé de sortir, même si on ne dépasse pas souvent beaucoup de tours en compétition continentale. Donc, franchement, moi, quand j'ai vu le sujet, j'ai souri, je me suis dit 55 ans. C'est 55 ans pour pas grand-chose quand même. Armel juste pour ajouter que moi, pour ma part, c'est plus 50 ans de crise et 5 ans de football réel. Ce qui n'est pas forcément fou. Non. Expliquez-vous alors. Oui, 50 ans de crise. Vu que le football n'avance pas, l'équipe nationale, 3 sélections pour 3 plutôt participations à la CAN. Juste le premier tour, on fait 3 matchs, on revient, on prend plein de buts, on en marque peut-être pas assez. Et les clubs, un seul d'ailleurs. Les clubs vont en Coupe d'Afrique des clubs champions et tout ça, ils vont premier tour, peut-être ils passent un tour, le deuxième tour ils échouent. Non, il n'y a que l'ASPA qui a fait l'espoir de passer. Voilà, c'est déjà quelque chose. Oui, mais sinon, en gros, il n'y a rien. Raconte cette légende des années 80 où, avec, je sais pas, le Goldmania ou je sais plus quelle équipe, où on a estimé que c'est Peter Oufai qui a vendu le match, qu'on aurait pu être en finale et remporter cette coupe-là. Mais bon, avec le Bénin, on aurait toujours dû tout le temps. On ne retient même pas le nom du finaliste et au Bénin, on retient le nom des deux finalistes. Moi, j'ai du mal avec ça. Avec des participations très honorables. On ne retient que le vainqueur, mais au Bénin, on fait l'histoire si un club qui arrive en demi-finale. Oui, Armel, vous continuez? Oui, donc je peux dire, comme je l'ai dit, le football au Bénin, c'est 50 ans de crise et 5 ans de football. Vous êtes directeur. Elvis Kassou, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de talent et que le football a vraiment démarré au Bénin. Il y a peut-être eu des talents. À partir de c'est mon avis. Pourquoi vous voulez remettre en cause mon avis? Je respecte votre avis. Mais laissez une femme finir sa question. Oui, vous avez dit que le football a démarré au Bénin à partir de 2000. À partir de 2000, le football a démarré au Bénin, selon vous. Expliquez-vous. Oui, je dis à partir de 2000, le football a démarré au Bénin. C'est encore de son âge, c'est le foot qu'il a vu. Soit le baromètre pour dire que le football progresse dans un pays, c'est évidemment vos participations aux compétitions, aux compétitions statutaires de la FIFA et de la CAF. C'est vrai que le Bénin n'a jamais participé à une Coupe du Monde senior, mais le Bénin a fait une Coupe du Monde junior en 2005 et il faut s'en souvenir, les gens ont souvent tendance à l'oublier. Le Bénin a fait, Ahmed l'a rappelé, 3 Coupes d'Afrique des Nations en 2004, en 2008 et en 2010. Aujourd'hui, plus rien. Moi, je ne
ne suis pas là pour faire l'apologie d'un homme, d'un système, ou pour dire que tel était bien, tel n'était pas bien. Ce que moi je retiens, comme je dis toujours, c'est les faits. Si on était si bon avant, on serait déjà allé en coupe du monde depuis 100 ans. Si on avait des génies dans notre pays, on serait déjà en Coupe d'Afrique des Nations. On vous parle de la légende du tirage au sort entre le Bénin et la Tunisie, où on aurait mis 3 fois le nom de la Tunisie dans la même boîte pour pouvoir tirer forcément la Tunisie. Moi, j'estime que ça, c'est des légendes. Moi, c'est pas des faits. Et avec le Bénin, c'est tout la même histoire. On aurait dû, même si c'est des faits, le sort, voilà. On n'était pas si fort, parce que quand vous êtes un pays fort, on aurait mis 3 fois le Bénin. Tout à fait. Et dit ça, je le reprécise toujours, c'est pas être apatride, c'est pas être contre le Bénin, c'est pas être de mauvaise foi, c'est justement la réalité. J'aimerais rappeler trois scores très importants pour le Bénin. Le premier match du Bénin, on parlait du Dahomey, en son temps c'était le 8 novembre 1959, c'était face au Nigeria d'à côté, 1-0 pour les Super Eagles, et donc défaite pour le Dahomey. La plus large victoire des écureuils, donc le Dahomey, face à cette formation de Mauritanie, 7-0, le 27 décembre 1961, et la plus on était fort alors. Oui, non, mais attendez. La plus large défaite, c'était le 28 novembre 1959, face au même Nigeria, 10-1 du côté du Nigeria. Donc c'est dit également qu'on savait également encaisser. Donc c'est dit que finalement... On encaisse toujours. Oui, non, c'est dit que finalement, on est allé nulle part. Moi, je veux séquencer notre parcours dans le football en 3 parties. Il y a la partie pré-indépendance 1959 jusqu'à 1972 où il y a eu la révolution, où certainement il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a des clubs à Cotonou, je sais pas, à Porto-Novo et à Parakou. On a essayé de jouer entre nous, de faire quelques matchs, d'envoyer des Russes comme sélectionnés, on s'en souvient. Moi, je ne garde pas le nom forcément. Je suis très jeune, comme le rappelle souvent Albert Ogoudedi, mais c'est pas une raison. À partir de 1972 et 1990 aussi, il y a une autre phase, la phase de la révolution où on a dissous toutes les équipes qui existaient. On a créé des équipes de régions, de départements et des équipes au niveau des sociétés d'État. Moi, j'estime que c'est cette période justement qui a encore plus tué le sport en général et le football au Bénin. Parce que moi, je ne comprends pas comment on puisse estimer que c'est forcément pour développer le sport, il fallait partie dans les départements et qu'il faut que c'est des clubs d'État qui constituent véritablement des clubs pour venir en aide au sport ou au football dans notre pays. Dans les départements, ils ont quels moyens véritablement pour faire du sport d'élite ou faire du sport de haut niveau. Et dans notre pays, finalement, c'est ce qu'on remarque, c'est systémique. On ne réfléchit pas en termes de sport d'élite, mais on réfléchit plutôt en termes de sport de plaisir, de résultats sporadiques, miraculeux, quelquefois. Maintenant, à partir de 90 jusqu'à nos jours, comme l'a rappelé Armel Kassavi, il y a beaucoup plus de crises que de football. Hein, il faudra le rappeler, même si on a eu 3 Coupes d'Afrique des Nations. Et tout en ensemble, vilipender la génération de dirigeants qu'on a aujourd'hui. Mais je l'ai rappelé le week-end dernier, c'est cette même génération de dirigeants à partir de 2000, partant de Diagodo, Anjorin, Augustin Robert Blas, les Freddy Davier et compagnie. C'est cette génération qu'on critique, on estime que c'est la pire qui nous a quand même permis de connaître 3 participations en Coupe d'Afrique des Nations. C'est important, ça c'est des faits et c'est pour la postérité. Oui. Nelson Avademe, est-ce que vous estimez que les crises ont fait beaucoup de mal au football béninois? Ben oui, les crises ont fait beaucoup de mal au football béninois parce que, voyez-vous... En plus, on est en pleine crise en ce moment. Oui, on est en pleine crise, on ne cessera jamais de le rappeler. Voyez-vous, lorsque des hommes se réunissent pour développer le football et qu'on confie la gestion de ce sport à des hommes, et qui laissent véritablement ce qui devrait les unir, le développement du football, et s'attaquent à des problèmes personnels, à des querelles personnelles, à des querelles d'argent. Vous voyez, ça frustre un peu, si bien que le développement du football n'est plus la priorité. Les crises ont véritablement fait du mal au football. Nous en sommes encore là aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, les championnats sont suspendus. C'est la crise. Alors, les jeunes, ceux qui sont dans les équipes, les différentes équipes qui existent, ils sont tous au chômage, plus personne ne joue au football. Et dans le même temps, quand il s'agit de l'équipe nationale, on essaie de colmater les brèches, comme l'a dit Abid dans sa chronique, on va chercher même des garagistes pour venir pour venir faire du football. Et tant que nous n'allons pas... Ça c'était en 2004. Oui, ça fait un moment, oui. Il y avait des garagistes dans l'équipe. Des gardiens de nuit. Ne faites pas l'innocent en studio. Vous avez fait preuve de cette chronique là en son temps. Je vous ai suivi, Albert Ogoudedi. Quand je me dis c'est dans le sens d'informer les gens, c'est pas faux. Non, ils sont plus informés que ce que vous êtes. Donc, on peut aujourd'hui dire sans se tromper que les crises ont véritablement fait du mal au football. Oui. Il
suppose de réfléchir et de voir c'est-à-dire les attitudes à adopter afin d'épargner le football de ces crises qui deviennent vraiment récurrentes au Bénin. Oui, Albert, mais si on préfère entretenir les crises que de jouer, est-ce qu'il y a d'avenir là? Bon, écoutez, je ne sais pas s'il y a un avenir. C'est là, justement, c'est cet avenir-là qui nous dira si on a eu tort ou raison. Oui, mais attendez, si on a eu tort ou raison, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis quelques années, malheureusement, le foot béninois rime avec néologisme, avec crise, avec des situations qui ne sont pas faites pour déjà faire évoluer un football qui n'a pas donné grand-chose depuis 55 ans. C'est un peu dommage. Maintenant, je veux revenir à ce qu'elle disait. Elle a parlé d'une époque où il y avait les clubs de région et les clubs corpos. C'était peut-être avec un contexte qui était géopolitique. Il fallait créer des trucs, des situations populistes pour... il y avait le régime qui était là et tout. Il y a peut-être eu des joueurs, mais voilà, qui ont été des stars, parce qu'il y a eu des joueurs partout. Vous allez au Lesotho, au Swaziland, on vous citera des stars locales. Mais voilà, c'est pas que ça. Des stars locales, il y en a eu partout. Mais comme on dit, le football de haut niveau, il est grand que quand il y a des références. Et nous, au Bénin, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Et je vais chuter aussi à la décharge du président Joël Moucharaf qui a été pris à partie par Habib ce matin. Je pense que c'est l'une des personnes où dit, au-delà de quoi qu'on le reproche, quoi qu'on dise de lui, le Bénin a joué la CAN 2004, il était président des équipes nationales, vice-président de l'équipe nationale. En 2008, il était président de la fédération. En 2010, président de la fédération. Mondial Junior 2005, il était là. CAN Junior 2013, il était là. Quoi qu'on dise, c'est un monsieur qui a quand même apporté sa pierre à ce qu'il y a de positif aujourd'hui dans le foot béninois. Oui, Armel Kassabi. Armel Kassabi. Non, il fallait, voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui, Armel. Oui, je dirais que si aujourd'hui on ne veut pas se mettre d'accord pour faire évoluer le football béninois, vaut mieux aller jouer au Maracana. Parce que là au moins, il y a déjà eu un trophée. Ils sont déjà, les vétérans sont au moins... On va faire si on parle sérieusement, nous n'allons pas parler de Maracana. Il vaut mieux aller... On le laisse il vaut mieux aller donner les moyens au Maracana pour faire évoluer le Maracana que de mettre les moyens dans le football où il n'y a pas de résultat. On est tout le temps en crise. Au moins, même si le Maracana vient de démarrer, il vaut mieux injecter le fonds là pour qu'on puisse évoluer que de mettre le machin dans le Maracana football. spécifiquement? Moi je parle plus de football. Le Maracana c'est du football réduit, donc sur un plateau et tout ça. Je voulais savoir le lien que vous avez avec le Maracana. Non, je n'ai aucun lien avec le Maracana. Aucun lien. Oui. Donc allez-y. Aussi, peut-être mettre les moyens dans le beach soccer, je ne sais pas. Mais je n'en vois pas, le beach soccer n'a pas encore démarré, sinon ce n'est que des matchs à la plage et tout ça, c'est fini. En tout cas, on va faire toute table pour peut-être avoir les faits marquants avec vous. Selon vous, qu'est-ce qui vous a marqué en 55 ans? C'est le 6 juillet 2003 avec cet incroyable match Bénin-Zambie, 3-0 au stade de l'amitié de Cournou. Tous les Béninois doivent s'en souvenir. On doit même créer une date spéciale 6 juillet 2003 parce qu'il faudra le rappeler. C'était l'IS populaire. Justement, oui, c'était le fondement même du football dans notre pays. Avant ça, il n'y avait rien. Ayons le courage, je l'affirme, n'en déplaise. Il n'y avait rien à partir de ce 6 juillet 2003. On a connu ce que ça veut dire le football de haut niveau. On est allé en Coupe d'Afrique des Nations. On a pris des branlées. On a assuré. On a assumé en plus. On est revenu en 2008. On a également pris des branlées. En 2010, on a pris un point. Les dirigeants sont restés dans leur bureau. Ils ont estimé qu'il fallait dissoudre l'équipe. Il faut chasser l'entraîneur. Qu'il faut renvoyer l'entraîneur parce que son temps l'entraîneur n'aurait peut-être pas fait le choix du joueur que eux ils auraient souhaité en son temps. Je veux pas dire plus, c'est dommage, mais je retiens ce 6 juillet 2003 là, qui est une date historique pour moi et qui devrait l'être pour tous les Béninois. Arrêtons véritablement de penser que on joue le football dans les studios, dans les bureaux et que parce que on s'assoit dans une rue à Cotonou, à Wayaou, à Basila et qu'on regarde des jeunes joueurs, on estime qu'il y a des Lionel Messi, dans notre pays. Non, il faut travailler pour avoir ces Lionel Messi. Il va y avoir beaucoup de chance. Oui. Nelson Vademel, qu'est-ce qui vous a marqué, vous?
La participation du Bénin à la Coupe d'Afrique junior au Bénin que nous avons organisée. En 2005, en 2005, c'était, je trouve que c'était vraiment mémorable, cette participation du Bénin. Le Bénin qui est arrivé en troisième position, ce qui nous a permis de participer à la Coupe du Monde junior. On se sentait véritablement béninois en ce moment et il y avait une communion de tous les Béninois autour de cette équipe qui nous a émerveillés et nous était comme on a l'habitude de le faire, on n'a pas une vision à long terme. Vous imaginez cette équipe à la Coupe du Monde, c'était du beau, c'était véritablement du beau. Cette période, je crois, en 2005, elle a été une période vraiment, une bonne période pour les Béninois en matière de football. Armel? Oui, moi je retiens plus la dissolution de l'équipe nationale en 2010 parce que cette équipe... Ça vous a marqué positivement? Oui, ça m'a marqué parce que depuis la... Positivement ou négativement? Positivement. Oui, allez-y. Vu que depuis là, plus rien. Positivement, je dis positivement parce que le football aujourd'hui, depuis la dissolution, c'est en dents de scie. Ça monte un peu, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça n'évolue. C'est plus sur une courbe ascendante, c'est plutôt sur une courbe descendante. Donc, pour moi, c'est cette date-là, la dissolution de l'équipe nationale, qui m'a le plus marqué. Albert? Bon, moi, je pense que j'ai déjà répondu à cette question dans mon propos précédent, m'attardant sur les différentes participations des équipes nationales. C'est ce qu'on retient. Moi, je retiens que le sportif et le sportif, vous avez des références quand vous avez atteint un certain niveau. On a joué des Coupes d'Afrique des Nations juniors, des CAN juniors, des Coupes du Monde juniors. Mais au-delà de ça, ce qui m'a aussi marqué, c'est le palmarès grand que se construit une équipe comme l'ASPAC en étant record, premier champion de l'histoire du foot professionnel, vainqueur de la Coupe de l'Indépendance, vainqueur de tout ce qu'il y avait comme trophée en étant record. C'est un club qui est venu il n'y a pas longtemps et qui a su construire un palmarès. Moi, c'est des choses qui personnellement m'ont marqué. De votre maison particulièrement. Oui, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bonjour à Warab et à Tonton Parfait. La lumière sur certains hommes. Albert a parlé du président Jean Mouchara. Il faut qu'on le veuille ou pas, pour la postérité, il demeure un des grands dirigeants du football de notre pays. Je citerai également un certain Amadou Moudachirou qui, en son temps, ramenait l'équipe nationale de lui-même, du sien, de sa personne, de ses finances également pour l'équipe nationale. On n'oublie pas Moussa Latondi, premier buteur du Bénin en Coupe d'Afrique des Nations. Ouma Tchomoro, capitaine, qu'on veut ou pas, emblématique de cette sélection des écueils du Bénin, meilleur buteur de toute l'histoire avec, le plus sélectionné, je prends le plus capé avec 29 sélections, et Razak Omoté aussi surtout, même s'il a disparu des radars aujourd'hui, 20 buts marqués en sélection nationale. C'est le meilleur buteur de toute notre histoire. Il faudra tirer chapeau à ces messieurs-là, espérer qu'on en ait d'autres, et on parlera certainement d'un certain Rudy Gestier, des Frédéric Gounongbi et compagnie qui sont sur la voie, qui vont certainement faire mieux que ceux déjà au championnat de fonctionner pour avoir de meilleurs buteurs. On va faire un dernier tour de table rapidement. On fait un dernier tour de table pour avoir les, ce qui vous a marqué négativement chacun de vous. Rapidement, on ne va pas traîner dessus. Je dirais la dissolution de l'équipe, la dissolution de l'équipe et le renvoi de Michel Dussier, un contre-entraîneur qui avait donné du souffle à l'équipe nationale. Le 20 décembre 2010, on s'en souvient, tristissime date, je vais y arriver, avec la démission ou, je sais pas, la sortie de 12 membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. J'ai jamais compris cette décision. Pour moi, c'était ubiesque, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, on traîne ça depuis 2010, mais c'est ce qu'on traîne jusqu'à aujourd'hui. On a décidé de ne plus jouer le championnat. Aujourd'hui, on pleurniche en estimant qu'on est le meilleur club du Bénin, qu'on devrait forcément être en Ligue 1 béninoise. Je rappelle que le Djoliba est désormais en CFA du côté du Mali. Personne n'est en train de pleurnicher. Albert? Non, je pense que si je dois revenir sur les faits négatifs du foot, on finira pas l'émission. Il y en a tellement, je crois que Elvis et Nelson... un fait qui vous a marqué? Non, il y en a beaucoup. Moi, je retiendrai surtout et la dissolution et la fameuse démission, parce que je me dis que les boulets des crises aujourd'hui, on les traîne depuis ces différentes dates-là. Au lendemain de la CAN 2010, qui a été la meilleure CAN du Bénin au plan sportif, c'est là que les problèmes sont nés. On a chassé Dussier qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la preuve quand même qu'on s'est trompé, soyons honnêtes de le dire. Et puis, il y a eu des faits, on a quitté, puis le navire a commencé par tanguer, on est désormais devenu champion en crise et on oublie un peu le sportif et on s'attarde un peu à certains clashs ou à des querelles de personnes qu'on déporte sur la place publique. Et je pense que c'est dommage pour un foot qui, je rappelle, en 55 ans, n'a franchement encore rien gagné. Armel, la dissolution de l'équipe nationale et le renvoi de Michel Dussier. Voilà, on file.
Océan FM, le sport, une passion. On parle maintenant de Michel Platini, candidat à la présidence de la FIFA. Le Français veut bien diriger la FIFA en lieu et place de Sepp Blatter qui ne sera pas candidat en février prochain. On va voir si Michel Platini va s'en sortir. Et justement, on va écouter quelques acteurs du football français qui se sont prononcés sur le sujet. On va écouter par exemple Alain Giresse, ancien joueur international français, champion d'Europe en 1984, Michel Hidalgo, ancien joueur international français, ancien sélectionneur de l'équipe de France, Jacques Vendroux, directeur des sports du groupe Radio France, Steve Marley également, directeur sportif de Red Star, Jean-Louis Trio, président des Girondins de Bordeaux, et sans oublier Jean-Philippe Leclerc, journaliste écrivain, c'est lui qui a signé la biographie de Michel Platini. Il a écrit ceci, le titre du livre c'est Platini, le roman d'un joueur. Donc on va suivre, c'est une compilation de réactions de ces acteurs. Il n'est pas comme certains anciens qui tout d'un coup d'anciens joueurs se projettent comme ça à la candidature. Il a quand même eu un parcours où il a pu apprendre, découvrir, connaître, savoir s'appuyer sur des personnes compétentes pour l'aider, pour l'épauler. Donc il sait parfaitement où il met les pieds. Quand on a dirigé la plus performante la plus grande des confédérations à l'UEFA, l'étape au-dessus c'est la FIFA. Pour lui, ça ne posera pas de problème. Et il a la capacité aussi à rassembler autour de lui. Donc, fatalement, il est très armé pour cela. Si on lui donne ce poste-là, il sera obligé de faire le ménage. Parce que, comme il y a eu en Europe, pour le monde, c'est pareil. Il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Et Michel Platini, qui a été un grand joueur, mais qui est aussi un grand humaniste, qui est très intelligent, beaucoup plus qu'on ne pense, comme il était intelligent sur le terrain, et il va peut-être faire tout ce que les autres n'ont pas fait. Donc il va apporter quelque chose, il va apporter ce qu'il aime. Lui, la première chose, c'est le football. Il est en train de terminer, entre guillemets, son 3e mandat à la tête de l'UEFA, où, vous le savez, il a complètement rénové ce qu'on appelle les différentes Coupes d'Europe. Il a été sélectionneur d'équipe de France. Il a été patron de la Coupe du Monde de 98. Il a été ce joueur légendaire, mythique de Nancy, de Saint-Étienne et la Juventus de Turin, capitaine de l'équipe de France de football. Il a une expérience extraordinaire. Et en plus, il a organisé cette fameuse Coupe du Monde de 98 avec un immense succès avec Jacques Lambert et Fernand Sass. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas par hasard. C'était un peu un secret de polichinelle. Il n'y a pas énormément de concurrents. Je l'avais appris un petit peu à la démission de Blatter, donc c'est qu'il avait une idée derrière la tête. Donc on ne peut que se satisfaire de cette décision, puisque c'est un ancien joueur, donc c'est rassurant pour les joueurs de football qu'à leur tête il y a un ancien joueur. On connaît la carrière qu'il a. Aujourd'hui je trouve que c'est un personnage plutôt sympathique, donc il a une bonne image, donc c'est un bon choix. C'est très courageux de sa part, et si quelqu'un a les compétences, forcément c'est lui. Moi je suis très admiratif de sa carrière, évidemment de sportif, mais aussi de dirigeant. Il met les pieds dans un guêpier. Je suis sûr qu'il a toutes les aptitudes pour les compétences et le talent pour s'en sortir, mais c'est pas forcément une partie de plaisir. C'est certain que c'est un destin hors du commun. Avoir commencé comme ça, petit footballeur à Nancy et terminé président de la plus puissante des confédérations, du plus puissant des sports au monde, c'est sûr que c'est une trajectoire absolument incroyable. Maintenant, en termes de pouvoir, est-ce qu'il aura beaucoup plus de pouvoir à la FIFA qu'à l'UEFA ? C'est pas forcément certain, parce que l'UEFA est la plus puissante et la plus riche des confédérations. Il aura un autre domaine de jeu à la FIFA, peut-être plus proche justement du jeu lui-même et moins des compétitions et moins des intrigues, etc. Après Platini, c'est pas non plus un saint. Il va être obligé de faire de la politique, il va être obligé d'avoir des alliés, sûrement de faire des courbettes même à des gens qu'il n'estime pas tellement. Donc voilà, il y aura forcément des compromissions à faire. C'est pas Saint Platini qui débarque en enfer et qui va tout repeindre du sol au plafond.
Oui, beaucoup d'acteurs l'ont soutenu dans leurs propos, mais de l'autre côté, dans un communiqué, le prince Ali n'a pas hésité à tacler le français. Il dit ceci: Platini n'est pas bon pour la FIFA. Les fans du foot et les joueurs méritent mieux. La FIFA est empêtrée dans le scandale. La culture des arrangements coulisses en sous-main doit prendre fin. Et voilà ce qu'il a déclaré. Le prince Ali, qui s'était retiré au deuxième tour contre Blatter, ajoute dans son communiqué que la FIFA a besoin de leadership indépendant, laver des pratiques du passé. Il faut dire que ce même prince avait été soutenu quand même par Michel Platini. C'est là où on ne comprend pas vraiment. Pas du tout. Ça veut dire que Ali Ben Hussein n'aurait pas voulu que Platini se positionne comme candidat à la présidence de la FIFA. Oui, évidemment, puisque ça va être compliqué pour lui justement si Platini est présent de se faire élire. Déjà que, excusez-moi l'expression, c'est un vrai quidam dans le grand monde qu'est le football. Il faut avoir le droit de retenir. Platini l'a soutenu juste pour contrarier un petit peu en son temps un certain Joseph Sepp Blatter, c'est tout. Moi, je ne vais pas parler de Ben Hussein. Pour moi, c'est un menu fretin, c'est un animateur de cirque. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parlons de Platini et de ses clébés. Vous me permettez l'expression. Ils ont fait du faillotage, comme le disent les Français. C'est un mot d'hypocrisie souriante. C'est un mot, je vous passe les pommades pour qu'après, vous vous rappelez que je vous ai passé les pommades, me mettre à des postes. Mais non, mais quand vous prenez la liste de tous ceux qui l'ont fait des éloges, je respecte évidemment Jacques Vendroux, qui est un ancien, qui est un grand frère, un aîné, un père, comme on le dit dans le métier, qu'on a adulé, qu'on le veuille ou pas. Je ne veux pas parler de lui. Je veux parler de tous les clébés qui ont suivi. À savoir, Alain Giresse, lui, il est allé en équipe nationale. Il était le sous-fils de Michel Platini, on s'en souvient. Quels sont ces faits d'âme véritablement? Lui vient nous expliquer que Michel Platini, c'est l'ange qui descend du ciel pour venir mettre de l'ordre dans l'enfer qu'est la FIFA. Non mais arrêtons franchement. Je le rappelle tout le temps. Quand Joseph Blatter est venu au niveau de la FIFA, le chiffre d'affaires de la FIFA tournait autour de 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, ils sont à plus de 3 milliards de dollars. On nous parle de mauvaise gestion. Où est la mauvaise gestion? Quand on parle de pots de vin, c'est pas la mauvaise gestion. Il faut faire le distinguo. Dit que il y a des pots de vin dans des trucs d'attribution de marché. C'est comme si on vous disait qu'il y avait des noirs en Afrique. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Arrêtons franchement de nous faire croire que Michel Platini, c'est celui qu'il nous faut pour développer le football dans le monde. Michel Platini, c'est celui qui prône le football bling bling, le football business, le football affaires. Puisque aujourd'hui, on oublie. Il a voté pour le Qatar. Moi, j'ai rien contre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Mais lui, il a voté pour le Qatar. Sepp Blatter n'a pas voté pour le Qatar. Sepp Blatter a voté pour les Américains. Il a voté pour le Qatar sous l'influence d'un certain Nicolas Sarkozy, qui était président de la République française dans son temps. Il était allé au palais de l'Élysée. On lui a certainement mis la pression. On lui a fait des propositions. Son fils travaille avec Qatar Sport Investissement. QSI propriétaire. Un avocat. Oui, propriétaire du Paris Saint-Germain. Il est désormais salarié de ce côté-là. Donc, évidemment, il a eu des avantages par rapport à ce Qatar 2022. Faut pas qu'il vienne nous dire que lui, il est venu assainir rien du tout. Il ne maîtrise rien du tout. C'est un gros analphabète. Vous m'excusez l'expression. Et j'espère qu'il va échouer. Et je n'attends rien de mieux que cela, franchement. Je sais pas qui va être élu, mais moi, je suis pour tout sauf Michel Platini, parce que moi, il n'est de 10 ans que de nom. Il veut donner la leçon, alors que chez lui, il se fait élire par acclamation. Je le rappelle, Éric Bernard, le journaliste de InfoSport Plus, l'a rappelé. Lui était surpris. Il a dit que c'est une république bananière, l'UEFA. C'est pas Elvis Ressou qui l'a dit. Oui, Nelson Davademe, mais est-ce que vous pensez que Platini sera soutenu par l'Afrique? Ben oui, malheureusement, il sera soutenu par l'Afrique parce que... Non, je vous dis non, il ne faut pas faire la langue de bois. Il ne sera pas soutenu par l'Afrique. Je rappelle que Joseph Blatter qui est là, il va certainement lui créer quelques difficultés, pour ne pas dire beaucoup de difficultés. L'Asie et l'Afrique seront les chasses gardées de Sepp Blatter. Et le candidat de Sepp Blatter, je pense, va passer. Et je ne sais pas qui est son candidat. Oui. Nelson? Donc je dis, moi personnellement, je pense qu'il sera soutenu par l'Afrique parce que au-delà de tout, il a assez tentacules en Afrique et je crois qu'il est en train de faire déjà les démarches. Mais ce qui est désolant dans cette histoire, c'est qu'on veuille montrer aujourd'hui Platini comme le Messi qu'il faut à la FIFA, celui qu'il faut à la FIFA pour que les scandales gays de la FIFA s'arrêtent. Non, on connaît bien Platini, on connaît sa gestion à l'UEFA. Donc c'est dommage. Et à un moment donné, j'ai pu comprendre, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il avait joué à de l'hypocrisie souriante. Au moment où il soutenait le prince, il était plus contre Blatter. Oui, il était plus contre Blatter. Voilà. Donc, je me rends compte aujourd'hui qu'il avait aussi des ambitions pour diriger la FIFA. Mais puisqu'il sait
que le Manitou... Il s'est toujours caché. Il sait que le Manitou du football international était là, il ne pouvait pas aller contre Blatter, alors il s'est caché derrière le prince, juste pour montrer à Blatter qu'il n'était pas d'accord avec lui. Aujourd'hui que Blatter n'est plus en lice, alors il se présente comme le messie du football international. Sous Platini, rien ne changera. Les Français vont nous foutre la merde et on restera là. Donc je crois qu'il faut véritablement quelqu'un dans la continuité de ce que Blatter a déjà laissé. Un certain Jérôme Champagne ferait du pourquoi bien. Pourquoi pas quelqu'un qui est de la sérail, un certain Jérôme Champagne ferait du bien. Quelqu'un qui est de la sérail, quelqu'un qui est de la sérail de Sepp-Joseph Blatter, qui connaît un peu le rouage de la FIFA, qui pourra diriger véritablement, c'est-à-dire l'héritage qu'aurait laissé Joseph Blatter à la FIFA. Oui, Albert? Oui, et puis moi je pense que Platini simplement, aujourd'hui ce qu'il est, il est comme dirigeant, c'est qu'il a été comme footballeur, c'est-à-dire c'est un véritable opportuniste qui est là à flairer les bonnes occasions pour s'immiscer là-dedans. On l'a vu, comment est-ce qu'il a été un grand buteur, son palmarès de footballeur, comment est-ce qu'il est devenu sélectionneur de l'équipe de France, ça n'a pas prospéré. Après il a flairé l'UEFA, il s'est immiscé, il est devenu patron de l'UEFA en instaurant aujourd'hui un régime qui sera président de l'UEFA autant de fois, acclamation. Il a tout le temps lorgné du côté de la FIFA, il a attendu l'occasion. Quand Blatter ne lui a pas donné l'opportunité, il est resté en retrait. Quand il a commencé par voir qu'il y avait des opportunités, paf, il a encore profité, voilà, il s'est encore glissé dans la brèche. Et aujourd'hui, il va être président de la FIFA. C'est de bonne guerre, on est dans la logique, on a toujours prôné ça. Il faut des anciens footballeurs, que le football revienne aux anciens footballeurs. Je suis d'accord, mais je dis une chose, si on en est là aujourd'hui à la FIFA, c'est parce que la Coupe du Monde 2022 a été attribuée au Qatar et c'est de là que les doutes sont partis et toutes les suspicions sont nées de cette époque-là. Et on sait que la cheville ouvrière de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est un certain Michel Platini. Alors aujourd'hui, c'est facile de nous le vendre blanc comme neige, l'homme qui va venir tout assaini. Je comprends le lobby français comme aujourd'hui en œuvre et qui parle. Ils en ont l'habitude. Oui, non, c'est de bonne guerre. Ils sont en mode union sacrée. Parce qu'il y a un des leurs qui sera patron de la FIFA, voilà, pour le pays, c'est déjà bon. Mais après aussi, Platini, c'est un monsieur qui ne va pas quand il n'est pas sûr de gagner. On sait qu'il y a des messieurs comme Jacques Anouma qui aujourd'hui font le travail pour lui en Afrique, pour lui débaucher quelques... Aujourd'hui, Jacques Anouma en Afrique, c'est qui? Non, mais qui a quand même... Non, je pose une question. Non, mais arrêtez. Aujourd'hui, Jacques Anouma en Afrique, c'est personne. Franchement, ayons le droit de le dire. Il a été mis en minorité par moi, par Issa. Il n'a plus le pouvoir. Son président il n'a plus le pouvoir. Elvis, quoi qu'on le dise, il doit pouvoir avoir des contacts, il doit avoir son contact. On sait comment ça se fait en Afrique. C'est pas une histoire d'amitié, c'est une histoire d'intérêt. Aujourd'hui, il n'est pas en position de faire. Je suis d'accord avec vous que Albert, on finit rapidement. Oui, que Platini, là où il va peut-être se casser la tête, c'est juste parce que lui va venir à la FIFA pour instaurer un nouvel ordre. Et là, ça sera un peu contre l'ancienne école incarnée par les Ayatou, incarnée par ces phénix de la FIFA qui ne voudront pas forcément laisser une parcelle de pouvoir à quelqu'un qui va venir révolutionner les choses. Ça peut être là son hic, mais en tout cas, ça va être ouvert. Et je pense que quoi qu'on dise aujourd'hui, s'il y a un favori pour la présidence de la FIFA, c'est bien et bien Michel Platini. Oui, Armel, rapidement. Je vais abonder dans le même sens que mes aînés ici. Platini, on y va. Donc, certes, Platini, il fait peut-être l'unanimité en France et peut-être en Europe, vu qu'il a déjà fait 3 mandats à l'applaudimètre. Ah oui. À l'applaudimètre, donc ce serait peut-être un bon candidat pour la FIFA, mais attention, il faudra pas qu'il vienne à la FIFA pour faire ce qu'il est en train de faire à l'UEFA. Donc, certes, un bon candidat, mais avec un point d'interrogation. On va écouter quelques réactions. On va écouter quelques réactions d'acteurs français encore. Zinedine Zidane, champion du monde en 98. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Et également Bernard Laporte, manager de Toulon. Michel Platini, président de la FIFA, c'est une bonne chose pour la France. Ouais. Ça le fait bien. Je pense que c'est la personne idéale pour pouvoir reprendre tout ça. Et en plus, il a envie d'y aller, donc ouais, on va le soutenir. Et il fait du bon boulot. Il a toujours fait de toute façon du bon boulot pour le football. Et il a envie d'y aller maintenant, donc c'est le moment pour lui.
Si vous aviez à voter, ce serait... Ouais, bien sûr. S'il y a une personne crédible et légitime, c'est bien lui, oui. Ça c'est certain. Le football a besoin de dirigeants forts et compétents. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres personnes du football qui pourraient occuper ce poste-là, mais Michel, avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière de joueur, tout ce qu'il a fait à la tête de l'UEFA, aujourd'hui, évidemment, il y a lui et les autres. C'est toujours bien d'avoir des Français au sein des grandes institutions. Ça, c'est toujours très très important, tout simplement pour le lobbying, pour tout, pour les relations internationales dans le monde du sport. Il nous faut des hommes comme Michel qui s'engagent dans la politique sportive, entre guillemets, et qui occupent les plus hauts postes. On va maintenant suivre un portrait de Michel Platini. Non, mais lui, vous en faites également trop. Ils sont chargés de communication. C'est votre gars. Je ne comprends pas parce que là, réveil des soupçons et des doutes. Franchement, un destin présidentiel peut-être pour Michel Platini. On va suivre. Les poignées de main et les embrassades, Michel Platini s'y était déjà habitué avant même de penser à une éventuelle carrière de dirigeant d'envergure internationale. Leader dans l'âme et donc sur le terrain, le capitaine des champions d'Europe 84 n'a jamais boudé les applaudissements, mais depuis plus de 20 ans, il a abandonné les stades pour les estrades. À l'échelle nationale d'abord, il est le coprésident du comité d'organisation du Mondial 98. Au niveau supranational ensuite, lorsqu'il devient conseiller d'un certain Sepp Blatter, le président de la FIFA. À l'époque, à chaque élection, son soutien est sans faille. Vous pensez c'est M. Blatter, j'espère. Une communication impeccable qui lui vaut en 2002 un poste de vice-président de l'institution internationale basée à Zurich. Dans l'ombre de Blatter, Platini fait ses classes. 5 ans plus tard, il vole enfin de ses propres ailes et poursuit son ascension. Bienvenue à Düsseldorf. Elected as UEFA President, Monsieur Platini Michel. From France. Et je vous remercie, et en tous les cas, comptez sur moi parce que je suis prêt à vous aider. Merci. L'homme de pouvoir monte sur le trône continental, celui de la puissante UEFA. Il est réélu en 2011 à domicile, par acclamation. Sous la verrière du Grand Palais, l'insouciance des premiers pas en politique a laissé place à l'anticipation et au calcul. L'avantage cette année, c'est que je me doutais un peu que j'allais gagner. Sepp Blatter était un mentor, il devient un concurrent, presque un boulet dont Michel Platini voudrait se débarrasser. Les observateurs en sont convaincus, le président de l'UEFA va bientôt passer à la vitesse supérieure. Une opinion tenace jusqu'à ce jour d'août 2014 à Monaco, à 9 mois de l'élection présidentielle à la FIFA. Ce qui m'intéresse, c'est l'UEFA et uniquement l'UEFA. Je ne supporterai plus M. Blatter alors que je l'ai supporté pendant longtemps. En mars, à Vienne, Platini est à peine réélu à la tête du football européen que la FIFA implose 2 mois plus tard, touché de plein fouet par un gigantesque scandale de corruption. Oubliez les politesses d'usage, le discours anti-Blatter est désormais on ne peut plus explicite, digne d'un candidat à la présidence. Je suis dépité. Je suis écœuré. Et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop c'est trop. L'envahissant Sepp Blatter poussé à la retraite, Michel Platini est désormais en campagne jusqu'au 26 février 2016, date du scrutin présidentiel, soulagé et prêt à défricher de nouvelles terres. Michel Platini, peut-être un destin présidentiel. On finit sur le sujet, on aura l'occasion de revenir sur Platini parce que on est pris par le temps évidemment. On va passer à un autre sujet. Océan FM, le sport, une passion. On parle maintenant des transferts, notamment de Rudi Gested qui a signé à Aston Villa un contrat de 4 ans. 4 ans, c'est ça, Elvis? 4 ans? Oui, et 5 ans. 5 ans. Un chèque de 8,4 millions d'euros. C'est le joueur le plus fier du Bénin, désormais. Devant Stéphane Sessegnon qui a quitté Le Mans pour le Paris Saint-Germain à l'époque. 8 millions d'euros, il me semble. Oui, tout à fait. 8 millions d'euros, autour de 8 millions d'euros. Voilà, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. On entend tous les Béninois glouser, crier. Mais comment il s'appelle Rudi Gested, c'est un international béninois. J'aimerais rappeler, moi toujours j'aime les faits. Les faits, c'était, je me rappelle comme si c'était hier, en jouant Moucharaf, ou quand il annonçait un certain Rudi Gested à Cotonou, tout le monde s'est marré, tout le monde a dit est-ce que c'est un Béninois? Il est nul, il connaît rien, il est à Metz, il ne jouait pas. Je me rappelle comme si on était aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le joueur béninois le plus adoré. Le Béninois, il aime que ce qui est bien, il aime que ce qui est prêt, il ne veut jamais contribuer à ce que
on améliore les choses, mais quand c'est bien, lui vient. Excusez-moi, le Béninois est un opportuniste de nature et c'est dommage. Moi, je dis félicitations à Rudy Gested et j'espère qu'on aura d'autres Béninois à sa hauteur, à l'image d'un certain Frédéric Gounombe qui a connu beaucoup de blessures pour le compte de la saison écoulée et qui démarre son championnat très fort. Il a déjà marqué, je crois beaucoup en lui, je sais que vous l'adorez beaucoup. Oui, Nelson Avademain. Oui, Rudy Gested, on ne peut que lui dire félicitations. Cela permet quand même de mettre en lumière l'équipe nationale. Il est venu, il a marqué des buts. Je crois à sa première sélection, il a marqué au Bénin, il a marqué un but. C'est dire que le jeune sait ce qu'il veut, il a du talent. Et ces talents sont reconnus à Aston Villa aujourd'hui. On ne peut que lui souhaiter une très bonne saison, qu'il puisse briller de mille feux dans cette équipe, aux côtés de Jordan Ayew, le Ghanéen, afin que le Bénin puisse profiter de ses expériences. Peut-être également aux côtés de Dimitar Berbatov. Albert? Non, moi je pense que tout a été dit sur GSTD. On a une mémoire, la mémoire béninoise elle est assez sélective. On oublie qu'hier on était tous tombés. Je dis nous tous, voilà, on est tous tombés sur le président de la fédération quand il nous a annoncé à Porto Novo l'arrivée d'un GSTD qui aurait des origines béninoises et tout le monde s'est moqué. Aujourd'hui, ce sont les mêmes, vous voyez sur les réseaux sociaux, qui affichent sa photo, un Béninois. Soit, tant mieux, c'est la preuve que peut-être hier l'autre ne s'était pas trompé en nous le présentant comme Béninois. Et pour parler rapidement, pour rester dans cette parenthèse, là, quand il a été question de ça, quand il a été à la CAF, on a vu des Béninois qui sont allés contre lui, alors qu'on voit aujourd'hui une certaine union sacrée pour des Français qui ne respectent forcément pas Platini, mais qui sont avec lui. Donc c'est pour vous dire que, voilà, pour revenir à ça, moi je suis content. Il a certes aussi quelque part profité de l'explosion des droits télé en Angleterre, où on a vu beaucoup de millions d'euros mis sur des joueurs qui n'en valaient forcément pas. Du transfert de Christian Benteke. Voilà, voilà, il a profité certes, mais c'est la preuve qu'il était au bon endroit, au bon moment, et qu'il a travaillé. Voilà, il a un minimum de talent pour arriver là, parce qu'Aston Villa c'est un club quand même de référence. On ne peut que lui souhaiter déjà de gagner une part de titulaire et de remplacer justement Benteke, de marquer des buts pour encore apporter son expérience en sélection. 15 secondes. Oui, en chiffres, Rudy Gested dans la saison 2014-2015, c'est 60 matchs pour 32 buts, dont 20 buts en championship. Qui dit mieux? C'est pas peu. En tout cas, c'est pas que c'est pas peu, c'est énorme pour un joueur béninois. On va parler maintenant de quelques mouvements avec vous. Par exemple, Rafael Da Silva qui va signer à Lyon. L'accord existe déjà. Il y a Angel Di Maria qui est arrivé à Doha, qui devrait passer la visite médicale. Il fait beaucoup de cinéma, c'est du foutage. Ici c'est Paris. Amel, allez-y. Oui, déjà, moi je vais plus parler du transfert de Di Maria au Paris Saint-Germain, parce que je suis un Parisien. Donc c'est un plus pour nous et un plus pour le championnat français aussi. Ouais, un Gradel qui va signer à Bournemouth. On s'en fout. C'est la fin de sa carrière, tout simplement. Ouais, c'est la preuve que les joueurs africains. C'est la fin de sa carrière parce que Mas Gradel plus bas qu'un enfant de moins de 3 ans. Mas Gradel à Saint-Etienne et qui va signer où vous avez dit déjà. Vous avez dit voilà, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Alors qu'à la dernière Coupe d'Afrique, il a brillé. Je voudrais rapidement revenir sur Angel Di Maria pour dire que c'est un plus pour Paris Saint-Germain et que le triplé, les 3 trophées, nous l'aurons encore cette saison. Merci à vous. Merci, vous faites la pub. Moi, j'attends de voir Laurent Blanc sur sa gestion d'un effectif aussi colossal. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission aussi, un Football Club. On se retrouve mardi prochain pour d'autres grands moments. Merci.